Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ce format qu'on a appelé donc Zone de Turbulence avec Tara Varma. Bonjour Tara. Bonjour Alexandre. Visiting Fellow à la Brookings Institution, donc célèbre think tank washingtonien, après avoir été chercheuse notamment à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, notre think tankeuse installée à Washington en ce moment. Donc format qu'on a appelé Zone de Turbulence pour faire un peu le pendant de Zone d'Opération avec Joseph Enrotin, puisque c'est donc de toute évidence les deux fronts ouverts du moment, l'un en Ukraine et l'autre à Washington, où on fait donc le point toutes les quelques semaines sur ce qui se passe à Washington, et pour ça on a dit qu'on allait lancer un nouveau gimmick pour commencer, c'est les trois choses, le top 3 des choses qui font le plus paniquer l'establishment à Washington en ce moment, et puis après on parlera peut-être de dossiers un peu plus substantiels. Alors dites-nous Tara, en ce moment, pourquoi est-ce que tout le monde panique à Washington ? C'est difficile de se limiter à un top 3, je suis obligée d'admettre, mais on va commencer, C'est le je vais jeu. peut-être faire la liste des 3 et puis aller un peu dans le détail des choses. Dans le top 1 du top 3, c'est évidemment le fait qu'on a célébré, si je puis dire, cette semaine, les 100 jours de l'administration Trump 2. Deuxième dans la liste, le licenciement ou départ volontaire, involontaire du Conseil à la sécurité nationale Mike Waltz hier, jeudi 1er mai. Et en 3, les attaques qui se poursuivent contre le pouvoir judiciaire et vraiment une volonté de limiter la séparation des pouvoirs, un objectif que Donald Trump avait affiché dès le début et qui semble maintenir vraiment assez élevé sur sa liste. C'est intéressant, donc les 100 jours ressentis évidemment 100 ans, mais ça ne fait que 100 jours et ils ne font que commencer apparemment. Mike Waltz, rappelons, on en a parlé un peu la dernière fois, c'est les boucles signal, l'homme des boucles signal qui est licencié, rejeté et en même temps promu ambassadeur aux Nations Unies, hein, c'est pas le pire plan de repli de l'histoire. Et en 3, les attaques sur le pouvoir judiciaire, bon, qui sont... C'est intéressant parce qu'il y a toujours... Je peux dire, quand je prépare cette émission, je me dis toujours, parce qu'on enregistre ça le vendredi 2 mai, donc je me dis toujours, est-ce qu'il va se passer une catastrophe dans le week-end avant qu'on le diffuse le dimanche matin ? Et puisque je moniteur ça sous cet angle, je me dis à chaque fois, il y a une sorte de balancier entre les paniques domestiques et les paniques extérieures. On a l'impression, enfin j'ai l'impression qu'il essaye un peu d'équilibrer, faire flipper tout Washington et faire flipper toute la planète. Et là, en ce moment, c'est surtout le pouvoir judiciaire, donc les perspectives intérieures qui sont actives, quoi. Absolument, et en même temps, la semaine dernière, il y a 10 jours, c'était vraiment sur la partie économique, donc on passe, ça alterne en permanence. J'aurais tendance à dire, et on y reviendra, que le pouvoir économique est peut-être en fait le contre-pouvoir qui fonctionne le seul aujourd'hui aux États-Unis. Mais si on reprend sur donc le top 1, les 100 jours de Trump, il se trouve que les 100 jours ont coïncidé avec l'annonce du recul du PIB américain de 0,3%. Et donc c'était quand même une annonce assez terrible pour Trump, puisque c'était censé être l'âge d'or des États-Unis qui reprenait avec lui, le peuple américain, les travailleurs américains qui devaient gagner dans tout ça. Et donc évidemment, l'annonce du recul du PIB contredit tout cela. Ça coïncide, ces 100 jours, avec cette réunion de Cabinet Meeting, donc l'équivalent d'un Conseil des ministres en France, qui, pour sa première partie, est publicisée et enregistrée en direct et diffusée sur un certain nombre de chaînes télévisées et de chaînes sur Internet. Avec un style que un leader nord-coréen ou au moins chinois ne renierait pas, hein, parce qu'ils ont tous des casquettes MAGA devant leur pupitre. Enfin bon, c'est un truc... la nord-coréanisation du pouvoir washingtonien est quand même esthétique, évidemment, on n'en est pas encore là, mais c'est quand même un vrai truc, quoi. Alors, c'est beaucoup la poutinisation ou la russification des États-Unis qui a été soulignée, mais je pense que ce côté, effectivement, culte de la personnalité, vénération du leader suprême, c'est difficile de ne pas trouver des analogies, de ne pas trouver vraiment des éléments qui y ressemblent. Et surtout, ils font le tour des ministres, en fait, des différents secrétaires à la défense, secrétaires d'État, Conseil à la sécurité nationale, qui sont censés faire l'éloge de Trump, chacun l'un après l'autre. Donc il y en a quand même un certain nombre et c'est pas toujours évident de trouver des choses originales à dire, mais c'était extraordinaire parce qu'ils passaient leur temps à dire sont les 100 jours les plus formidables qu'on ait jamais vus, les 100 jours les plus efficaces, les 100 jours qui ont remis les États-Unis au centre du monde, le centre de gravité tourne autour des États-Unis. Donc c'était assez étonnant. Et évidemment le contraste, la réaction très forte sur la partie économique qui est quand même
je pense, une des raisons pour lesquelles Trump a gagné, c'est-à-dire que les gens aux États-Unis continuent de le voir, lui, comme beaucoup plus capable de faire face à l'économie. Les gens étaient très en colère contre l'administration Biden avec la montée de l'inflation, et il se trouve qu'en fait, au dernier trimestre 2024, donc vraiment dans les dernières semaines de l'administration Biden, il y avait une croissance économique aux États-Unis de 2,4% et une inflation qui commençait à être sérieusement réduite. Et l'espèce de spin, donc la réplique vraiment politique que l'équipe de Trump et Trump lui-même ont dit, mais en fait, c'est le recul du PIB de 0,3%, ce n'est pas du tout de notre responsabilité. On a encore les reliquats de l'économie de l'administration Biden et nous n'y sommes pour rien. Ce qui est assez quand même assez étonnant comme manière de présenter les choses, mais je me demande même jusqu'où ils vont pousser ça. Ils commencent déjà à dire d'ailleurs, quand on aura les résultats du deuxième trimestre 2025, ce sera encore les effets néfastes de l'administration Biden. On n'aura rien à voir là-dedans, qui semble être un peu en contradiction avec le contrôle total que cette administration semble vouloir mettre et sur le pouvoir économique, sur le pouvoir judiciaire, sur le pouvoir législatif. Donc on voit une vraie contradiction ici. Mais voilà, 100 jours un peu difficiles et qui se termine, si je puis dire, en tout cas cette phase, par une nouvelle phase qui s'appelle en toute sobriété, simplicité, The Purge. Donc la purge en français, c'est assumé par les gens à l'intérieur de la Maison Blanche et l'idée d'essayer d'entamer une nouvelle phase dans cette administration, un nouveau trimestre qui est censé apporter plus de soutien au président et vraiment les forces qui se concentrent autour du président. Première victime de cette purge, ce qui nous amène à notre top 2, c'est j'avais envie de dire le licenciement de Mike Waltz, on va dire le départ de Mike Waltz du Conseil à la sécurité nationale, où il était depuis la prise de fonction de Donald Trump. C'est pas très étonnant, vous l'avez évoqué, il y a eu évidemment le Signal Gate, mais il y avait aussi des dysfonctionnements au sein du Conseil à la sécurité nationale depuis la prise de fonction de Mike Waltz. Il n'a pas été capable de nommer les personnes qu'il avait vraiment envie de nommer lui. Il y avait encore beaucoup de postes vacants au Conseil à la sécurité nationale à l'heure actuelle, alors qu'on a quand même des zones d'opération très compliquées partout dans le monde. Et puis le sentiment aussi sa vision du monde était quand même, j'allais dire en contradiction, c'est peut-être un peu fort, mais pas totalement alignée avec celle du président Trump. Il est vraiment vu comme un hawk, donc un faucon sur la Chine, sur la Russie. Il avait des positions qui, là, pour le coup, étaient diamétralement opposées à celles que l'administration poursuit aujourd'hui. C'est un interventionnisme historique, mais c'est pour ça qu'on pensait que c'était un adulte in the room. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux choix. Soit faire comme Marco Rubio, qui en était un aussi, et raconter exactement le contraire de ce qu'on a raconté pendant toute sa vie, abandonner toute conviction. Soit si on fait semblant un tout petit peu, de continuer à croire ce qu'on a cru, on dégage, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y avait cette volonté de se dire, en restant à l'intérieur, on est plus efficace qu'en étant à l'extérieur. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas été capable d'imposer ses idées, il n'a pas été capable d'imposer ses personnes. On a bien vu qu'il était très faible aussi dans l'entourage de Trump. On voit bien que Trump multiplie les centres de pouvoir sur les questions de politique étrangère et de sécurité pour les affaiblir, en réalité, et pour être sûr de rester au centre du jeu lui-même et en fait d'être le seul décisionnaire, le seul décideur en matière de politique étrangère. Je pense que c'est vraiment ce qu'il a envie de montrer. Donc, Marco Rubio, secrétaire d'État, équivalent ministre des Affaires étrangères, ajoute une nouvelle casquette à ses nombreuses casquettes, puisqu'il est directeur par intérim de l'Agence américaine d'aide au développement, qui est réduite à peau de chagrin, certes. C'est pas un job hyper prenant en ce moment. En ce moment, c'est pas hyper... Enfin, ils ont quand même réduit les équipes de 15 000 à 150 en l'espace de 100 jours. Ça a été assez dramatique. Il est aussi archiviste national, enfin, directeur par intérim des Archives nationales des États-Unis. Et il ajoute maintenant ce poste, pour le coup, qui est un poste à plein temps en temps normal, conseiller à la sécurité nationale, qui est un poste vraiment essentiel, puisque c'est un poste où on reçoit toutes les informations des différentes agences fédérales américaines en matière de renseignement. Il faut les résumer et pouvoir donner ensuite au président l'état de la situation et les différentes options qui s'offrent à lui. Donc c'est vraiment un poste absolument clé dans une administration. On a vu des conseillers à la sécurité nationale plus ou moins puissants dans la précédente administration Trump. Ils avaient tendance à partir assez vite aussi. Son premier conseiller, Michael Flynn, était parti au bout de 22 jours de l'administration. Donc il a l'habitude aussi de se débarrasser assez rapidement de ces personnes-là, qu'il a tendance à mépriser aussi. Mais en fait, on se retrouve avec un Marco Rubio dont on voit qu'il cumule donc toutes ses casquettes, qu'il n'est en maîtrise d'aucune de ses casquettes. Et ça démontre en fait la faiblesse vraiment de Marco Rubio. Ça interroge aussi beaucoup sur son espérance de vie, si je puis dire, au sein de cette administration. Jusque quand est-ce qu'il va rester? Jusque quand est-ce qu'il va renier tous ses principes?
Et là aussi, quelles sont les priorités de cette administration? Très, très difficile à comprendre, très difficile à appréhender, parce que Marco Rubio ne se représente pas lui-même, il représente vraiment la volonté du président, ce qu'il ne cesse de répéter. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il dit, «La politique étrangère des États-Unis n'est pas déterminée par un juge», il n'y a que, Donald Trump qui est en mesure de déterminer les priorités de politique étrangère américaine et donc il assume totalement cette position. Hem J.D. Vance a cherché à défendre Mike Waltz, dont il était très proche, en disant qu'évidemment, il n'avait pas du tout été dénigré et que tout ce qu'il avait fait était reconnu. Et justement, le fait que le président Trump veuille le nommer ambassadeur aux Nations Unies était bien une démonstration que son départ constituait en réalité une promotion, parce que le poste d'ambassadeur aux Nations Unies a besoin d'être confirmé au Sénat. Et il va y avoir une grande bataille là-dessus, évidemment, puisque donc les démocrates ont permis à Marco Rubio d'être confirmé en tant que secrétaire d'État. Là aussi, un poste qui avait besoin d'être confirmé. Je pense que le poste de Mike Waltz va être l'objet d'une polarisation, en tout cas d'une dispute politique cette fois-ci. Et je me demande vraiment s'il va réussir à être nommé, j'en suis pas certaine. Un élément peut-être important aussi pour nos auditeurs et spectateurs, c'est que le poste de conseiller à la sécurité nationale, lui, n'a pas besoin d'être confirmé au Sénat. Donc Trump peut effectivement les nommer les uns après les autres de manière assez flexible. Mais cette espèce de flagornerie, flatterie, vénération, elle traverse tous les pans de l'administration. J.D. Vance, aujourd'hui, vendredi 2 mai, a publié une tribune dans le Washington Post où il vante tout ce que l'administration Trump a fait en disant, là aussi en toute simplicité, que l'administration Trump a fait plus en 100 jours que la plupart des administrations en 4 ans et qu'ils sont en maîtrise totale de tout ce qui se passe. Là aussi, je pense un peu en contradiction avec l'idée que ce qui se passe d'un point de vue économique relève encore une fois de l'équipe de Biden. Il y a une vraie contradiction là. Soit ils sont en maîtrise totale, soit ils le sont pas. Mais en fait, ils ont tendance aussi à avoir recours juste aux arguments qui les arrangent Mais sans logique, bon, forcément. on a l'impression qu'ils sont en train de... Enfin, c'est intéressant parce qu'ils repoussent toujours à plus tard, mais à plus tard jusqu'à quand? Parce qu'il y a un moment où voilà, il va arriver le réel, et comme disait l'autre, le réel c'est quand ça cogne, et un jour ça va arriver. Enfin, bon, pourquoi pas? Je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer comme ça. Et vous nous disiez, comme dans le troisième du top 3, qu'on commence enfin à voir si cet alcoolique violent de Pete Excess serait bien qualifié pour être ministre de la Défense américaine. Bon, j'ai une réponse personnelle, mais allez-y. Donc, on a découvert, enfin, plus exactement, des journalistes ont révélé l'existence d'un deuxième groupe Signal, dans lequel une douzaine de personnes étaient incluses, dont la femme de Pete Hegseth et son beau-frère, bon, qui sont évidemment pas autorisés à avoir accès à des informations classifiées, qui n'ont aucun rapport avec la politique étrangère et de défense américaine. Donc il y a un certain nombre, évidemment, de violations des lois américaines qui sont avérées et très claires, mais on va voir dans quelle mesure ils vont être capables de lutter contre ça. Et là, l'inspection générale du Pentagone, donc du ministère américain de la Défense, lance une enquête pour déterminer exactement comment ça s'est passé. Ce que dit un des inspecteurs généraux, c'est en fait, on peut pas... Quand il y a de la transmission d'informations classifiées, on ne peut pas juste faire un copier-coller de cette information et la balancer sur un groupe Signal ou un groupe WhatsApp de messagerie cryptée. En fait, il y a un certain nombre de garanties qui sont mises en place et il y a une vraie question autour de la manière dont Pete Hegseth s'y est pris pour transmettre ces informations, les basculer sur un groupe Signal. Comment a-t-il fait pour faire ce copier-coller alors que normalement il n'est pas censé pouvoir faire ce copier-coller? Exactement. Donc une des explications, c'est qu'il a en fait installé l'application de messagerie cryptée Signal sur son ordinateur du bureau, son desktop, ce qui est évidemment totalement interdit, et qu'il faisait des copies de ces informations en direct en étant dans des réunions. Des réunions dans lesquelles, évidemment, la présence de téléphone et tablettes, etc., est totalement interdite également. Donc il y a voilà, un certain nombre de... Voilà. Je ne pense pas que ce soit comment dire, une mise en œuvre très élaborée de sa part, mais ils ont besoin de déterminer exactement ce qui s'est passé. Ce qui est assez clair quand même, c'est que je pense que... C'est fou qu'ils réussissent à lancer un truc, parce que tous, enfin leur argument c'est on s'en fout parce que c'est nous qui décidons. Et puis Texas, c'était l'argument pour la première boucle Signal, c'était de dire bah, c'est moi qui décide ce qui est classifié ou pas, donc je copie-colle ce que je veux. Et c'est quand même intéressant qu'ils, mine de rien, d'une manière ou d'une autre, ils réussissent quand même, en fin de compte, à y avoir une sorte de système qui soit mis en place, alors que c'est normalement le politique qui décide.
Tout à fait. C'est vraiment une politique de passe-droit, mais on le voit, il y a tellement d'éléments de régimes autoritaires. En fait, les règles qui s'appliquent qu'à certains, qui ne s'appliquent pas à d'autres. Vraiment la logique de l'arbitraire permanent. Et je pense que c'est ça qui est très difficile du coup à comprendre, très difficile de comprendre comment tout cela évolue. Ce qui est assez clair, c'est que Pete Hegseth, il semble avoir pour l'instant la confiance de Donald Trump. C'est pour ça que Mike Waltz a sauté, je pense. Enfin, c'est qu'il fallait à un moment donné qu'il y ait un bouc émissaire pour quand même tout ce qui s'était passé. Je pense que Trump lui-même se rend compte que c'est très choquant, inacceptable. Et donc Mike Waltz saute. Et en plus, c'est très pratique parce que le fait de faire partir Mike Waltz, ça conforte un peu l'establishment washingtonien que malgré tout Trump prend des décisions, et ça conforte aussi l'establishment MAGA parce que donc Laura Loomer, qui est une des influenceuses d'extrême droite, MAGA très puissante, très influente auprès de Donald Trump, avait appelé Donald Trump après le Signalgate en disant il faut absolument se débarrasser de Mike Waltz, c'est du n'importe quoi, il faut qu'il y ait une démonstration que la Maison-Blanche est en charge et que vous êtes en charge, monsieur le Président, de tout ce qui se passe. Et donc Mike Waltz doit payer pour cette erreur colossale. Et à ce moment-là, il y avait d'autres personnes d'un plus bas niveau au Conseil à la sécurité nationale qui avaient été remerciées, mais pas Mike Waltz. Et quand l'annonce de son départ s'est faite hier, Laura Loomer a écrit au magazine Politico en envoyant juste un texto qui comportait un mot, son nom de famille conjugué au passé, et donc elle a juste écrit en lettres majuscules Loomered, en parlant de Mike Waltz, en disant voilà, démontrant la capacité d'influence qu'elle avait auprès aussi du président, et je pense que c'est important. Pour tous ceux qui voudraient être rassurés par cette perspective, je rappelle que Laura Loomer est un peu plus qu'une influenceuse, c'est quelqu'un qui a longuement glosé sur le fait que le 11 septembre était un coup des Juifs. Enfin bon, voilà, on est un peu au-delà de beaucoup de choses, et bon, il y aurait des questions à poser par ailleurs sur ce que pensent les Israéliens de voir quelqu'un comme ça aussi proche de Donald Trump. Bref. Alors, ensuite, une fois ce top 3 fait, mais qui nous a déjà pris un bon moment, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Bon, l'autre actualité, c'est évidemment l'accord avec l'Ukraine sur les minerais rares. Voilà, comment est-ce que c'est vu depuis... Parce que tout ça est un vaste exercice de com', c'est-à-dire Trump veut dire je ramène du pognon pour compenser tout ce qu'on a donné. Tout ça n'est qu'un exercice de balance des paiements. Est-ce que ça mord? Je pense que oui, dans le sens où c'était quand même quelque chose d'essentiel pour Trump de signer cet accord. Je ne sais pas concrètement ce que ça va signifier, combien de compagnies, d'entreprises américaines vont pouvoir effectivement s'y installer, combien d'investissements vont sortir de tout cela. Mais je crois que c'était très important pour les Ukrainiens de lui montrer qu'ils étaient prêts à faire des compromis, des concessions, qu'ils avaient envie de se garantir le soutien américain. Et ça passait quand même beaucoup par ça, là, pour le coup, de la transaction pure et dure, hein, quand même aussi de l'extorsion, soyons honnêtes. Parce que je ne sais pas tellement ce que les Ukrainiens obtiennent en échange de cela. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie garantie de sécurité américaine qui y soit attachée. Mais je crois qu'ils sont tellement dans cette logique où Trump, Vance, Rubio mettent la Russie et l'Ukraine vraiment sur un pied d'égalité dans ce conflit où, on le rappelle, c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine, encore une fois en violation totale de sa souveraineté territoriale, que c'est important pour les Ukrainiens de montrer à Trump qu'ils sont prêts à continuer à négocier, qu'ils ne veulent pas se mettre Trump à dos. L'épisode dans le bureau ovale, il a vraiment traumatisé Zelensky et les Européens, et donc je pense que c'était important, plus en matière de démonstration symbolique. Mais aux États-Unis, à Washington, est-ce que c'est reconnu comme une victoire? Je peux signaler ça, c'est quand même un prisme sous lequel analyser tout ça en permanence, c'est l'obsession qu'ont de plus en plus les chefs d'État étrangers de to give Trump a win, Absolument. de le traiter un peu comme un enfant de 4 ans qui fait un caprice, qui est bon, sa condition un peu de base, mais voilà, et du coup de lui donner un truc pour lequel il pourra dire, et si possible sans céder rien de trop substantiel, mais quelque chose avec lequel il pourra faire le tour de Washington. Donc la question c'est, est-ce qu'il réussit à faire le tour de Washington ensuite? Est-ce que ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne un peu, encore une fois, parce que ça peut forcer Trump à faire ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à maintenant, qui est de vraiment mettre la pression sur la Russie. De dire l'Ukraine a rempli sa part du deal. Il y a quand même un accord bipartisan aussi à la Chambre des représentants, au Sénat, sur le fait que c'est bien d'avoir obtenu cet accord, c'est bien de l'avoir conclu, que c'est important. Ça montre quand même que les États-Unis ne veulent pas totalement abandonner l'Ukraine. Donc je pense que c'est un peu un win, c'est une victoire pour l'instant pour Trump. Ça montre qu'en fait il a été capable d'obtenir quelque chose. Je le rappelle, sur tous les autres plans,
ça ne fonctionne pas très bien. Et donc je pense que oui, mais après, encore une fois, je pense que c'était plus important pour l'Ukraine de s'assurer que c'était signé. Mais ce qu'on voit aussi avec Trump, c'est que la conclusion, la signature d'un quelconque deal a une espérance de vie très très courte. En fait, cet accord sur les minéraux, il peut avoir été signé là, et je pense que c'est bien, il peut avoir été conclu, disons. Encore une fois, concrètement, ce que ça signifie, je pense que ça, c'est pas si clair. Combien d'entreprises vont pouvoir bénéficier de cet accord? C'est pas très clair non plus. Et puis Trump peut décider qu'il est quand même agacé par Zelensky et décider de se détourner de ce deal. Et c'est ça qu'on a du mal, je pense, à appréhender en Europe, qu'on a du mal à appréhender en Ukraine aussi, c'est que malgré des semaines, des mois de négociations avec Trump, la conclusion d'un deal, en fait, elle n'est pas gravée dans le marbre. Et donc, On peut voilà. rappeler à ce titre-là que tous les accords douaniers qu'il est en train de déchirer, ne serait-ce qu'en Amérique, le Mexique et Canada, c'est des accords qu'il a lui-même négociés, hein. Donc il n'y a pas... Bon, peut-être qu'il a lui-même oublié que c'est lui qui les avait négociés, mais en tout cas qu'il n'est pas manifestement, ne sont pas particulièrement obligés d'avoir une cohérence à l'échelle de plusieurs mois ou plusieurs années. Mais là, bon, d'un autre côté, s'il en fait à ce point-là des wagons, c'est difficile de l'oublier instantanément, ça doit, médiatiquement en tout cas. Oui, et je pense qu'enfin, il tient encore à dire qu'il peut être responsable de la paix en Ukraine. Je pense qu'il commence à être un peu frustré aussi par l'attitude de Vladimir Poutine qui ne lui donne rien en échange. Il espérait vraiment que Poutine cède sur quelque chose. Et c'est pour ça que je disais, je pense que ça va le forcer. Enfin, peut-être que c'est du wishful thinking que j'espère ça, mais je pense que la conclusion de cet accord avec l'Ukraine va le forcer, en tout cas dans le court terme, à être un peu plus dur avec la Russie, ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à maintenant, imposer des tarifs douaniers, des droits de douane plus élevés à la Russie, ou essayer de négocier directement avec Poutine un cessez-le-feu. On sait que Poutine a déclaré un cessez-le-feu pour la semaine prochaine, pour les 80 ans du jour de libération, comme ils appellent ça, le 9 mai, pour s'assurer que les Ukrainiens ne les attaquent pas. Mais en fait, il n'a rien cédé d'autre. Et on l'a bien vu, non seulement il n'a rien cédé, Vladimir Poutine, mais en fait, il a surenchéri sur toutes les attaques. Il ne renonce à aucun de ses objectifs initiaux qui inclut la capitulation totale de l'Ukraine. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à Washington, maintenant, les membres de l'administration commencent à dire, bon, si les deux parties refusent de se mettre sérieusement à la table des négociations, les États-Unis n'auront d'autre choix que de s'en éloigner et de les laisser gérer entre eux, ce qui est évidemment très inquiétant pour la sécurité européenne, très inquiétant pour l'avenir de la sécurité de l'Ukraine et pour la place des États-Unis dans le monde. Et enfin, toute dernière question, mais parce que c'est une autre de vos spécialités, évidemment, c'est la géopolitique du sous-continent indien, qui n'a pas grand-chose à voir encore que, mais puisque évidemment il y a eu les attaques terroristes en Inde de la semaine dernière, et la réaction, enfin une réaction assez forte, et en même temps il s'est pas passé, enfin il n'y a pas eu... Je rappelle que l'Inde et le Pakistan, on est toujours au bord de l'apocalypse nucléaire, donc bon voilà quoi, si on n'est pas tous morts, c'est que c'est une petite victoire temporaire au moins. Non mais voilà, simplement comment est-ce que vous analysez, disons, la situation un peu plus d'une semaine après, et aussi éventuellement la place que ça a ou pas à Washington? Je pense que ça a une place très importante à Washington, ça a une place très importante pour Trump, précisément pour ce que vous avez souligné il y a un instant, qui est que ce sont deux puissances nucléaires et qu'on est un peu au bord de l'apocalypse nucléaire systématiquement avec l'Inde et le Pakistan. Enfin, pas systématiquement, ça s'était un peu calmé ces dernières années, mais ça c'est quand même... Là, les tensions se sont sérieusement accrues, évidemment. Tout le monde s'attend à une réplique indienne prochainement, réplique militaire. On a bien vu que les États-Unis aussi avaient appelé le Pakistan à reconnaître qu'ils étaient à l'origine de cette attaque terroriste, ce que le gouvernement pakistanais s'est refusé à faire jusque-là. Mais Trump avait été très impliqué dans les relations indo-pakistanaises dans son premier mandat. Il a une espèce d'aspiration universelle à dénucléariser le monde, et donc je pense que ça fait partie aussi de son objectif d'obtention de prix Nobel de la paix, mais il aimerait être le président qui parvient à convaincre toutes ces grandes puissances nucléaires, assumées ou non, en fait, de poser les armes au sens propre et au sens figuré. Et donc il est très C'est inquiet. pas le premier à essayer, c'est pas le plus habile non plus, mais bon, voyons où ça le mène, hein. En tout cas, on a vu des répliques très fortes de Marco Rubio, de Bridge Colby aussi, qui est le numéro 3 au Pentagone, au ministère américain de la Défense. Donc voilà, des gens qui connaissent le sujet.
l'importance qu'ils ont, l'influence qu'ils ont dans cette administration m'interroge, comme on en a discuté là, mais je pense que c'est assez important pour Trump. Et il y a des contacts d'un niveau assez élevé entre les Indiens et les Américains là-dessus. Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement, était en Inde au mois de mars avec des contacts avec l'administration indienne qui se sont très bien passés. Donc je pense que je ne sais pas ce que les États-Unis feront, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du partage de renseignements de haut niveau à un moment donné. Je ne sais pas dans quelle mesure les États-Unis soutiendraient l'Inde d'un point de vue militaire s'il devait y avoir une attaque. On rappelle quand même le Pakistan a été soutenu par les États-Unis tout au long de la guerre froide. Ça reste c'est plus tellement le cas maintenant, mais il y avait voilà une vraie rivalité indo-américaine pendant la majeure partie du XXe siècle sur le soutien américain au Pakistan. Donc Et simplement, à quoi ça ressemblerait une offensive indienne au Cachemire ou plus je large? pense au Cachemire, oui. Non, je pense au Cachemire. Mais bon, j'avoue, j'en sais rien du tout. Il y a un vrai choc en Inde de cette attaque. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une attaque de ce niveau-là sur le sol indien. Et donc, il y a une volonté assez unanime de l'Inde à ce qu'il y ait une réplique. C'est assez surprenant. D'ailleurs, c'est bipartisan. C'est une expression qu'on n'utilise pas en Inde, mais qui correspond là. Même le parti du Congrès est en faveur d'une réplique. Le parti du Congrès, qui est donc le parti d'opposition au parti actuel, le BJP, est en faveur d'une réplique nationale contre le Pakistan. Donc il y a une espèce de ferveur nationaliste aussi qui a été beaucoup alimentée par le Premier ministre Modi, mais qui est validée par une partie de la population pour l'instant. Bon, on le sait, c'est toujours le contre-coup d'un attentat. Mais je pense que les États-Unis, en tout cas, sont plutôt rangés derrière l'Inde pour l'instant. Et le soutien vocal, en tout cas public, a été assez manifeste. Merci beaucoup, Tara Varma. Merci Alexandre. Bon, on se retrouve donc dans quelques semaines pour prendre des nouvelles des joyeusetés qui se produisent à Washington. Merci beaucoup.